Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur cette capsule qui revêt à mes yeux une importance majeure. Il y a quelques années de ça, j'avais fait une vidéo sur l'AVC. Quand j'ai fait cette vidéo, quand elle est sortie sur les moyens de repérer un AVC, dans la semaine, cette vidéo a fait plus d'1 million de vues. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 6 millions de vues juste sur YouTube et on a plus que doublé sur les autres réseaux sociaux. C'est vous dire que c'était un sujet qui était important pour vous et que c'est un sujet d'intérêt public. Je crois que la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, elle est 10 fois plus importante encore. Parce que le nombre de personnes qui peuvent être touchées par Alzheimer est largement supérieur à ceux qui vont avoir des AVC. Donc, à travers mes recherches, des recherches qui au départ n'avaient rien à voir avec Alzheimer, je suis tombé sur de véritables pépites, des études, des recherches extrêmement sérieuses et il m'a semblé important, voire essentiel, de vous les transmettre et de vous les partager. Donc je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Les informations qui sont à l'intérieur peuvent vraiment vous aider à éviter le pire. Et partagez-la, parce que cette vidéo, elle doit être connue du plus grand nombre pour pouvoir permettre de bloquer la progression de cette maladie. En tout cas, ça sera ma part contributive et puis ça sera la vôtre également. Donc on va voir dans cette vidéo les moyens pour protéger votre cerveau contre cette maladie et puis comment gérer ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est ne serait-ce qu'en France, il y a déjà près de 3 millions de personnes qui sont directement ou indirectement touchées par la maladie d'Alzheimer. C'est énorme. Et on sait que jour après jour, eh bien en fait, la maladie, elle gagne du terrain. On sait que chaque année, il y aura systématiquement 225 000 nouveaux cas diagnostiqués. Donc c'est énorme. En 2020, la France comptera déjà probablement près d'1 300 000 personnes malades. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est une pandémie, c'est un véritable cauchemar pour les personnes qui vieillissent. Et c'est fou parce que quand on arrive à la retraite, on aspire qu'à une seule chose, c'est une retraite paisible parce qu'on a travaillé toute sa vie et je trouve profondément dommage qu'on puisse être touché par une maladie, surtout quand on a l'information et qu'on l'a aujourd'hui mais qu'elle n'est pas suffisamment diffusée. Donc c'est important pour moi de la partager. Cette maladie, elle est folle parce que d'abord, pour l'instant, pour le moment, elle est encore incurable, mais très souvent, on a le sentiment qu'elle frappe un peu au hasard, d'accord? Et en faisant mes recherches en neurosciences, je suis tombé justement sur des études et j'ai réellement halluciné quand je me suis rendu compte que seule une poignée de personnes extrêmement courageuses osaient dénoncer les choses et il m'a semblé tout naturel que j'utilise le vecteur de ma chaîne pour vous faire part de ces infos et que vous puissiez vous protéger au mieux contre cette pandémie parce qu'on n'est plus sur une maladie, on est sur une pandémie. Donc c'est extrêmement important, les chiffres ne font que croître, mais vous verrez et vous comprendrez les raisons à travers cette vidéo. J'ai donc essayé de préparer moi cette capsule pour vous donner plus d'informations, le plus d'informations possible, en vous donnant les symptômes de cette maladie, mais aussi en vous permettant de découvrir comment protéger votre cerveau pour justement éviter la perte d'autonomie, ralentir la maladie et améliorer vos conditions de vie d'une manière simple et le plus naturelle possible. En tout cas, je dois d'abord, avant ça, vous expliquer comment ça se passe dans le cerveau. Ce qu'on ignore souvent, c'est que la maladie d'Alzheimer, elle débute dans le cerveau 20 à 30 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Donc c'est quelque chose qui se fabrique sur la durée. Donc plus encore aujourd'hui, on doit travailler sur la prévention. Mais ces symptômes, eux, ils sont extrêmement bien connus en fait. On a une atteinte de la mémoire, du langage, le raisonnement, il n'est plus toujours très clair, les capacités d'orientation dans le temps et dans l'espace sont diminuées et on va avoir du mal à reconnaître des objets ou des personnes. Et puis, avec l'aggravation des lésions cérébrales, l'autonomie du malade va diminuer progressivement. En fait, la maladie d'Alzheimer correspond à des lésions au niveau du système nerveux central. Et la première zone qui est touchée, c'est l'hippocampe. L'hippocampe qui est le siège de la mémoire. Donc quand l'hippocampe diminue en volume, les neurones de cette zone sont endommagés et le lien entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme est complètement désordonné. Et en fait, les troubles de la mémoire à court terme vont augmenter proportionnellement avec la dégradation de l'hippocampe et on va avoir de plus en plus de difficultés dans la gestion de la vie quotidienne parce que l'hippocampe est vraiment une zone essentielle. Puis ensuite, la maladie va progresser et d'autres zones vont être touchées, notamment le cortex cérébral. C'est ça qui va provoquer ensuite les troubles pour les gestes, le fait de bouger, le langage, la reconnaissance, le jugement.
Et plus la maladie avance, plus les lésions cérébrales sont importantes. Donc la personne oublie les événements, elle oublie les informations les plus anciennes et en fait, elle restructure toute sa vision du monde. Et parfois, d'ailleurs, en parlant de vision du monde, même la perception et la vision peuvent être profondément touchées. On associe souvent la maladie d'Alzheimer au vieillissement, mais en fait, les facteurs de risque sont beaucoup plus nombreux et sont beaucoup plus complexes. En tout cas, une chose est sûre, on sait qu'un mode de vie sain vous protège en grande partie d'Alzheimer. On sait également que tout ce qui va être tabac, alcool, la malbouffe, tout ce qui est régime riche en sucre, en gras, et naturellement, moins on a de fruits, des bons fruits et des légumes, et ben, ce sont des signes accélérateurs. Dans un premier temps, en tout cas, moi, ce que je voudrais vous donner, c'est 10 signes précurseurs, qui sont importants et qui vont pouvoir vous expliquer quels sont les symptômes, entre guillemets, d'Alzheimer. En tout cas, si vous ressentez ces symptômes, si la santé cognitive de quelqu'un vous inquiète, il y a ces 10 signes qui sont vraiment caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. La première, naturellement, c'est la perte de mémoire qui affecte la vie de tous les jours. On va oublier des événements, on va avoir du mal à retenir de nouvelles informations. La deuxième chose, c'est des difficultés à exécuter des tâches quotidiennes. C'est-à-dire ne plus savoir comment faire ce qu'on a toujours su faire dans la vie. Par exemple, ça va être s'habiller, ça va être préparer un plat, ça va être de prendre un trajet. Il va y avoir, troisièmement, un problème avec le langage. On va oublier des mots. Ou alors, on ne va pas l'utiliser correctement, ça ne sera pas placé au bon endroit. Naturellement, quatrième point, désorientation dans le temps et dans l'espace. On ne sait plus quel jour on est. Par exemple, le jour de la semaine va être difficile pour nous. On va se perdre à côté de chez soi, alors que tout l'environnement, on le connaît depuis des dizaines d'années. Le jugement. Le jugement, il va être aussi touché. Par exemple, on ne va pas reconnaître un problème de santé grave, ou alors on va porter des vêtements qui sont légers en plein hiver, ou des vêtements très chauds en plein été. Donc il va y avoir vraiment on va avoir du mal à adapter notre jugement par rapport à notre environnement. Sixième point, on va avoir des difficultés face aux notions abstraites. Par exemple, ne pas comprendre ce que les chiffres signifient sur une calculatrice, par exemple. Ou alors, comment s'en servir. On peut aussi avoir des problèmes avec le rangement. C'est-à-dire qu'on va avoir un rangement complètement inapproprié des objets. On va mettre des objets dans les mauvais endroits. Par exemple, vous allez ranger des ustensiles de cuisine dans vos vêtements, ou le fer à repasser dans le congélateur. Ou alors, on va ranger une montre dans une boîte qui n'a absolument rien à voir. Vous l'aurez compris également, ceux qui sont en contact direct avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, il y a des changements d'humeur. Ça veut dire que souvent, la maladie est également avancée. On va avoir changement d'humeur et de comportement. Donc on va avoir des gros sauts d'humeur. On va passer vraiment de la sérénité à la colère d'une façon extrêmement rapide. Et il n'y a pas de raison apparente. Neuvième point, les changements dans la personnalité. On va plus se comporter comme d'habitude. On va devenir paranoïaque, on va se sentir menacé. Ou alors, on va devenir extrêmement doux avec des personnes qui peuvent être violentes et extrêmement violent avec des personnes extrêmement douces. Et puis enfin, il va y avoir une perte d'initiative. C'est le 10e point. On va se détacher de sa famille, on va se détacher de ses amis et on va perdre l'intérêt pour des activités qu'on préfère et qu'on aime. En tout cas, si l'un de ces signes précurseurs vous inquiète, je vous invite vraiment à consulter un médecin. Il existe plein de centres en France sur la mémoire. Il y a 400 centres en France. Je vous mettrai l'adresse, le lien du site internet là-dessus pour pouvoir aller consulter et faire un diagnostic. En tout cas, il faut prendre en charge les choses à temps. On sait que la maladie d'Alzheimer ne se guérit pas, mais une prise en charge adaptée peut ralentir sa progression et puis ça peut surtout améliorer la vie du patient et puis de son entourage. Encore faut-il être là à temps. D'abord, ce que vous devez faire, c'est détecter, mes chouchous. C'est très important. Par exemple, une plainte sur des oublis répétés, interférant avec la vie quotidienne, ça doit vous alerter et être formalisé auprès d'un médecin. C'est essentiel de réaliser un diagnostic le plus tôt possible. D'abord, ce diagnostic il va reposer sur l'histoire des troubles et puis sur des tests des fonctions cognitives. D'accord ? Donc on va tester un petit peu comment la personne pense et réagit par rapport à la pensée. Et ça permet d'évaluer la nature et puis surtout la sévérité des atteintes. Est-ce qu'il y a une perte de la mémoire? Est-ce qu'il y a un problème avec l'orientation spatio-temporelle? Est-ce qu'il y a un problème avec les fonctions d'exécution?
et la recherche de troubles du comportement et tout ce qui est lié à l'humeur. On peut aussi également faire un IRM. L'imagerie cérébrale contribue vraiment à un super diagnostic, y compris à un stade précoce. L'IRM, ça permet d'exclure d'autres causes et ça peut révéler aussi des anomalies cérébrales qui sont associées à la maladie. Par exemple, une réduction du volume du cerveau. Par exemple, ça peut être une réduction des régions postérieures, okay, une atrophie aussi de l'hippocampe. Ça constitue des arguments justement en faveur du diagnostic de la maladie d'Alzheimer et c'est important de l'avoir très tôt pour pouvoir bien réagir. On sait qu'également l'utilisation de TEP, de la TEP, ça donne accès à d'autres régions cérébrales. On a accès par exemple aux carrefours temporaux-pariétaux et occipitaux. Ça c'est important, ça permet de voir un petit peu tout ce qui va être le système spatio-temporel et puis la vue, et puis le précuneus qui est également une zone qui est impliquée dans tout ça. Afin de renforcer le diagnostic, il y a des marqueurs biologiques qui peuvent aider aussi à confirmer l'origine des symptômes, donc tout ça, ça passe par des tests. Il est aujourd'hui possible de mesurer 3 marqueurs de la maladie dans le liquide cérébrospinal. C'est accessible grâce à une ponction lombaire. Okay. Et on verra que la protéine bêta-amyloïde, la protéine tau et la protéine tau phosphorylée, pas facile à dire. Grâce à ça, ces examens vont pouvoir permettre parfois d'évoquer le diagnostic d'autres pathologies dégénératives, parce qu'il n'y a pas qu'Alzheimer. Okay. Ça peut être une dégénérescence du lobe frontotemporal, ça peut être la maladie à corps de Lewy, ou alors on peut avoir des problèmes vasculaires qui sont très proches parfois de la maladie d'Alzheimer. En tout cas, vous devez savoir une chose, c'est qu'Alzheimer n'a rien à voir avec le vieillissement. La maladie d'Alzheimer n'existe pas dans les tribus de chasseurs-cueilleurs qui ont conservé une alimentation et un mode de vie traditionnel. En clair, un mode de vie qui va être loin des toxines du monde moderne. Il y a un docteur qui s'appelle docteur Staffan Lindberg. Il a étudié les habitants de l'île de Kitava, c'est en Papouasie, c'est en Nouvelle-Guinée, et il n'a observé aucun cas de démence sénile chez les plus de 65 ans. D'accord ? Même au sein de pays développés, il y a d'énormes différences qui existent. Par exemple, Alzheimer est 10 fois moins répandu au Japon qu'en Europe. C'est bien la preuve que cette maladie, elle est liée à nos comportements et parfois à nos modes de fonctionnement culturels. Les recherches les plus récentes, en tout cas, montrent qu'Alzheimer est lié à un état d'inflammation chronique de l'organisme qui s'installe dans le temps. Maintenant, l'inflammation, elle est presque toujours causée par un mode de vie qui laisse à désirer. Il existe des merveilles de la nature qui luttent contre l'inflammation et qui protègent Alzheimer. Par exemple, la vitamine D, le curcuma, les oméga 3, les myrtilles, très bon, le thé vert, la cannelle. Bref, il y a plein de choses qui existent. Et vous savez, tous ces remèdes-là, toutes ces recettes-là, je vous les ferai lors d'une prochaine présentation sur ma chaîne. Je vais vous faire des recettes pour le cerveau. Et dans ce cadre-là, je ferai des recettes anti-Alzheimer. D'accord ? Pour l'instant, on reste centré sur cette capsule, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ces remèdes, ils ne suffiront pas si vous négligez votre alimentation. Trop de sucre, pas assez de végétaux. Si vous ne bougez pas assez, vous souffrez de stress chronique. Ou si vous ne dormez pas suffisamment, tout ça là, c'est une porte ouverte à Alzheimer. Donc pour vous donner toutes les chances d'éviter Alzheimer, vous allez voir que ce sont parfois des habitudes entières de vie que vous devez apprendre à modifier. Mais il existe aussi une stratégie extrêmement simple à mettre en œuvre et à elle seule, elle permet de réduire nettement votre risque de contracter la maladie. Il s'agit d'éviter autant que possible de prendre des médicaments dans votre vie. On le sait avec certitude maintenant, et il y a un lien entre la progression de la maladie et la progression de la prise de médicaments. Vous savez que depuis ces dernières années, notre espérance de vie augmente. Notre espérance de vie augmente parce que nous avons des médicaments, une médicamentation qui nous permet aujourd'hui de mieux gérer les douleurs et puis d'augmenter la durée de vie. Mais avec la prise de ces médicaments est aussi apparu le fait qu'il y a un gros développement qui est concomitant avec cette espérance de vie, qui est la maladie d'Alzheimer. Donc, on sait que maintenant, certains des médicaments les plus courants causent la maladie d'Alzheimer. Alors, premièrement, vous avez les somnifères et les anxiolytiques. Vous avez bien entendu les somnifères et les anxiolytiques. Ça commence par le benzodiazépine.
C'est censé lutter contre l'anxiété, contre l'insomnie. Vous en trouvez par exemple dans l'Exomil, dans le Xanax, le Valium, plein de produits comme ça. Et vous savez quoi? À eux seuls, ces médicaments sont responsables d'au moins 16 000 à 32 000 nouveaux cas d'Alzheimer en France chaque année. Cette estimation elle a été réalisée à partir de travaux d'une équipe de chercheurs de Bordeaux. Ils ont publié leurs recherches dans un journal médical anglais. Et ils ont démontré, et ça c'est sans appel, qu'au bout de seulement 3 mois de prise de ces médicaments, le risque d'Alzheimer augmente de 51%. Et qu'après 6 mois, il bondit à 80%. Il suffit donc d'avaler ce type de pilule pendant quelques mois seulement pour voir le risque de contracter Alzheimer être multiplié simplement par 2. Donc, vous l'aurez compris, ces médicaments font partie de notre quotidien. Il y a près de 14% des Français qui en prennent régulièrement. On sait également que passé 80 ans, près d'une femme sur 2 se les voit prescrire par son médecin. Donc on peut comprendre le lien. Il existe plein de solutions naturelles extrêmement efficaces dans la durée et sans le moindre effet secondaire contre l'anxiété et l'insomnie. Donc vraiment, si vous pouvez, vous évitez ces médicaments. Deuxième médicament à éviter, deuxième famille de médicaments, ce sont ce qu'on appelle les anticholinergiques. Ce sont souvent les médicaments qu'on retrouve pour l'allergie ou pour l'asthme. Ça, c'est vraiment des médicaments qui font partie aussi de notre quotidien. Ces molécules en fait anticholinergiques empêchent l'action de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est essentiel pour la mémoire et la santé du cerveau. Je vous rappelle qu'il y a une capsule spéciale sur les neurotransmetteurs. Je vous parle beaucoup de l'acétylcholine à l'intérieur pour vous remémorer. Mais en tout cas, on sait que par exemple, en 2015, une équipe de chercheurs a suivi 3434 participants de plus de 65 ans durant plus de 7 ans. Et leurs résultats étaient clairs, nets et précis. Plus les participants ont pris des médicaments anticholinergiques, plus ils ont développé des démences de type Alzheimer. On sait qu'au-delà de 3 mois de prise de ces médicaments, le risque d'Alzheimer était augmenté de 19% et qu'après 3 ans, le risque bondissait à plus de 54%. Le problème, c'est qu'ils sont partout. En France, il y a plus de 300 médicaments qui sont anticholinergiques. On en trouve notamment dans les antidépresseurs, dans les somnifères, dans les anxiolytiques, dans les antihistaminiques. C'est en vente libre. Et puis encore, vous en avez aussi dans les médicaments qui contiennent de la warfarine. C'est des médicaments qui sont utilisés dans le cadre des maladies cardiaques. D'accord ? Résultat, déjà rien qu'en France, un Français sur 3 en consomme régulièrement. Et on sait également qu'à cause de la pression des laboratoires pharmaceutiques, il faudra sûrement des années avant que ces médicaments ne soient retirés du marché. Donc moi, ce que je vous invite à faire dès maintenant, mes chouchous, plusieurs choses. D'abord, vérifiez que vous ou vos proches ne prenez pas l'un de ces médicaments. Vous trouverez sous la vidéo le lien d'un site québécois qui est fabuleux, où vous trouverez une liste super bien faite de 99 médicaments ayant eu un effet anticholinergique. D'accord ? Donc c'est important, comme ça vous pourrez valider avec vos médicaments et sinon, tout de suite, allez demander à votre médecin parce qu'il existe souvent parfois des alternatives précises. Deuxièmement, arrêtez-les immédiatement s'ils n'ont pas été prescrits par votre médecin. Ça aussi c'est important. Trop souvent on essaye de jouer au docteur, on prend des médicaments sans savoir vraiment pourquoi, même si ça peut être utile, tant que ce n'est pas prescrit par un médecin et tant que vous n'avez pas d'informations, vous n'y allez pas. Troisième chose, s'ils vous ont été prescrits, demandez à votre médecin une alternative sans effet anticholinergique. C'est possible. Troisièmement, il y a aussi les médicaments contre les brûlures d'estomac. Ça, c'est une autre classe encore de médicaments dangereuse et pourtant, elle est extrêmement répandue. C'est ce qu'on appelle les antiacides. D'accord ? On les a dans les ballonnements d'estomac ou des choses comme ça, ou dans des remontées acides. Il y a des millions de Français qui l'utilisent régulièrement contre les brûlures d'estomac. Et il y a encore quelques années, la plupart des médecins disaient de ces médicaments qu'ils étaient bien tolérés et qu'il n'y avait pas obligatoirement d'effets secondaires marquants. Mais en réalité, en fait, on manquait un peu de recul et on n'a pas su évaluer sérieusement à l'époque, en tout cas, ces médicaments. Maintenant, la vérité commence à apparaître. Plusieurs études récentes ont montré leurs effets dévastateurs sur le cœur, 21% de risque de crise cardiaque en plus, et sur les reins, 20 à 50% de risque de maladie rénale grave. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est important.
Quatrièmement, les médicaments anti-cholestérol. Alors, par rapport à ces médicaments, leur responsabilité dans la maladie d'Alzheimer, elle n'a pas encore été prouvée à 100%. En tout cas, pas dans les recherches que j'ai eues en main. Par contre, à ce jour, même si on ne dispose pas des mêmes preuves accablantes comme les médicaments que je vous ai donnés il y a quelques instants, qu'il y a des grosses études là-dessus, il y a une chose qui est certaine, c'est que les personnes qui ont un taux de cholestérol élevé, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont moins de risques de souffrir d'un déclin cognitif comme la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que le cholestérol, c'est un composant essentiel de la myéline. La myéline, que je vous explique. Quand vous avez un neurone, vous avez l'axone et là, vous avez l'espace synaptique. D'accord? Donc, l'axone, c'est à travers lequel va passer l'influx nerveux. Cet axone, il est protégé par une membrane qu'on appelle la matière blanche, qui s'appelle la myéline. Plus la membrane est épaisse, plus le flux électrique est bon, plus l'information circule et mieux ça fonctionne. On sait que cette membrane de notre cerveau qui protège le neurone, eh ben, en fait, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, cette membrane, en fait, cette myéline, elle est détruite, elle est réduite. Donc, tout ce qui va être produit anti-cholestérol, qui vont faire baisser le taux de cholestérol, en fait, quelque part, ça a un impact sur le cholestérol, mais ça a aussi un impact sur le fait qu'on peut activer une certaine forme de démyélinisation, pas facile à dire comme mot, donc c'est important de faire très attention. D'accord? En tout cas, il semble bien que ces médicaments anti-cholestérol ont un effet accélérateur de la maladie. Okay? Alors maintenant, sachez que, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui sont touchés par la maladie. Il existe une vitamine qui ralentit un peu la maladie. Dans une étude sur 561 patients atteints d'une forme modérée d'Alzheimer, le groupe qui a reçu la mémantine, alors la mémantine c'est l'un des 4 médicaments anti-Alzheimer. Je ne vous parlerai pas de ce qu'on sait sur les médicaments qui sont absolument quasiment inefficaces et sur lesquels il y a d'autres solutions qui existent qui sont plus naturelles. Mais en tout cas, sur ce groupe de patients, donc de ces 561 patients qui ont été suivis, avec ce médicament, il n'y a eu aucune amélioration. Alors que le groupe qui avait reçu 2000 unités par jour de vitamine E, c'est une vitamine qu'on appelle l'alpha-tocophérol, okay, lui, il a bénéficié d'un ralentissement de la maladie de 20%. Alors, c'est vrai que 20%, ça peut paraître pas terrible. Mais comprenez que ça représente environ 6 mois supplémentaires d'autonomie sur une période de 2 ans et demi. Donc, pour un malade, ce n'est pas négligeable. La vitamine E, c'est d'autant plus recommandable que ces légers bienfaits contre Alzheimer ont été prouvés par de très nombreuses études. Mais beaucoup de médecins préfèrent prescrire la mémantine parce qu'ils sont influencés par l'industrie pharmaceutique et que je ne suis pas sûr qu'ils gagnent beaucoup sur les remèdes que l'on trouve dans la nature ou sans chimie particulière. En tout cas, c'est le cas des vitamines, mais c'est aussi le cas des épices comme le safran. Je vais vous parler du safran dont les effets sont étonnants contre Alzheimer et qui sont encore ignorés par la plupart des personnes qui travaillent dans l'univers de la neurologie aujourd'hui. On appelle ça un épice multi-usage. Pourquoi? Il y a plein de recherches sur cette épice traditionnelle qui sont incroyables. Dès 2010, il y a eu un essai clinique qui a prouvé que le safran améliorait les capacités cognitives et l'autonomie des malades qui étaient touchés par Alzheimer avec très peu d'effets secondaires. Plus intéressant encore, il y a un autre essai clinique qui a prouvé que le safran fait au moins aussi bien que le médicament mémantine sur les formes d'Alzheimer avancées cette fois-ci. En plus, on sait que le safran a un autre bénéfice qui est plutôt intéressant, il redonne le moral. Truc de fou. Donc, il y a eu des essais contrôlés, des essais cliniques contrôlés, et dans ce cadre-là, le safran a fait mieux que l'imipramine, okay, et le Prozac. 2 antidépresseurs qui sont des antidépresseurs qui sont parmi les plus prescrits sur le marché. Donc, dans la nature, mes chouchous, il y a tout. Il n'est pas rare que les malades d'Alzheimer souffrent également de dépression. Dans ce cas, on leur prescrit généralement des antidépresseurs, des médicaments qui viennent s'ajouter aux autres, okay, avec tous les risques d'interaction dangereux
que vous pouvez imaginer. Et je vous ai dit tout à l'heure que en fait, ces médicaments avaient un impact supplémentaire sur Alzheimer. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue, d'accord? En tout cas, le safran paraît donc être un remède de premier choix, naturel, légèrement efficace contre Alzheimer, mais également les dépressions associées. Maintenant, on sait qu'également les résultats sont plus effarants, sont venus d'une étude qui a été publiée en 2016 dans un journal américain, et elle a montré que la prise de ces médicaments, qui sont supplémentaires, au-delà de 3 mois, augmentait le risque de démence de type d'Alzheimer de 44 à 66%. Donc il va falloir vraiment se tourner vers des solutions qui sont profondément naturelles. Alors même qu'il existe là encore plein d'alternatives naturelles, nettement plus efficaces pour faire disparaître durablement tout ce qui va être brûlure d'estomac, dépression. Donc vraiment, aller vers des solutions qui sont naturelles. C'est la raison pour laquelle, je le répète encore, sur cette même chaîne, je vais créer une playlist spéciale sur l'alimentation qui permette à votre cerveau d'être en pleine forme toute sa vie. Dernière chose, je vais vous donner plusieurs astuces pour prévenir ou ralentir la maladie. Il existe encore beaucoup d'autres méthodes naturelles porteuses d'espoir pour les malades d'Alzheimer. Sans rentrer dans le détail, je vais vous donner quelques conseils de base qui vraiment ont fait leur preuve. En tout cas, pour ralentir la progression de la maladie, mais surtout pour faire de la prévention. Soignez votre alimentation. Réduisez le sucre au maximum. Évitez totalement les produits industriels et privilégiez tout ce qui va être huile d'olive et les aliments riches en oméga 3. Je vous ferai des vidéos spécifiques là-dessus. Essayez également de supprimer le gluten et la caséine. Ce sont des aliments pro-inflammatoires qui vont accélérer le processus de déséquilibre au niveau du système acido-basique dans le corps. Et donc, ça a des conséquences sur l'accélération de la maladie. Si vous aimez le café ou si vous aimez le thé vert, surtout ne vous en privez pas. Même chose pour le vin rouge. C'est riche en resveratrol, très difficile à dire. On sait qu'un verre à chaque repas, c'est OK. D'accord? Gavez-vous, vous entendez bien, gavez-vous de myrtilles bio. Si vous avez de la chance d'habiter dans un coin, par exemple, j'en ai vu dernièrement beaucoup en Haute-Savoie, si vous avez des myrtilles autour de vous, cette myrtille a des antioxydants dont les effets positifs sur les démences séniles ont été prouvés scientifiquement. Donc c'est un produit dont vous pouvez abuser, mes chouchous. D'accord? Je vous recommande également d'utiliser un maximum 2 épices. Une anti-inflammatoire, c'est le curcuma, okay, et l'autre anti-diabète, c'est la cannelle de Ceylan. Les effets sur Alzheimer sont plus que prometteurs et toutes les études sont en progression dans ce domaine. Assurez-vous également que vous n'avez pas la moindre carence en vitamines, la vitamine B, D, E, en zinc et en magnésium. Faites un check, mes chouchous. Vous allez voir votre médecin et vous faites un check. Je vous recommanderai jamais assez, je vous l'ai dit sur toutes mes capsules, faites au moins 30 minutes d'activité physique par jour. 30 minutes d'activité physique par jour, ça ne veut pas dire se déreinter au niveau du sport comme un cinglé, okay? Ça veut dire avoir une légère accélération cardiaque et bouger l'ensemble du corps. Faites de la marche nordique, ça suffit, 30 minutes par jour. Donc rajoutez à votre trajet pour aller à votre boulot ou organisez-vous une pause dans votre journée. Levez-vous plus tôt, mais faites 30 minutes de sport par jour ou d'activité physique par jour. Je peux vous garantir que ça, c'est l'un des meilleurs remèdes de prévention à Alzheimer. Évitez à tout prix naturellement les médicaments qui causent Alzheimer qu'on a vu dans cette vidéo. Les antiacides, les anticholiniques, la statine, la benzodiazépine, tout ça, évitez au maximum. Et mes chouchous, soignez votre stress et votre sommeil. D'accord? Chaque fois que vous allez travailler sur une meilleure gestion de votre stress, pour ça, vous avez sur cette chaîne une multitude d'outils de développement personnel pour mieux gérer votre stress. Vous avez même un outil pour vous mettre en relaxation, pour vous permettre d'améliorer votre sommeil. Utilisez, abusez-les. Et si vous n'en avez pas assez sur cette chaîne, j'ai un tas de confrères et de consoeurs qui font des choses géniales sur YouTube et ailleurs. Mais allez, vous devez prendre votre stress et votre sommeil à bras-le-corps. C'est très important. Et dernière chose, prenez de la vitamine B8, mes chouchous, ce qu'on appelle de la biotine. Je ne peux pas vous révéler d'où je tiens cette source-là, mais je peux vous garantir qu'on sait qu'une dose régulière de biotine, en fait, ça
favorise la synthétisation de la myéline, d'accord, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on sait que plus une personne va prendre de la vitamine B8 dans sa vie, de la biotine, et moins elle a de risque de contracter une maladie neurodégénératrice, que ce soit Alzheimer ou Parkinson ou la sclérose en plaques ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, c'est très bon pour les ongles et pour les cheveux. Okay ? Vitamine B8, vous n'êtes pas obligé d'en prendre en masse. Faites-vous des cures régulières et vous verrez que votre cerveau vous dira merci. Avec toutes ces informations, j'espère que je vous ai éclairé en tout cas. Mon but n'était naturellement pas de vous alarmer, mais vous dire qu'il existe des solutions, mais que Alzheimer, c'est pas demain qu'il faudra s'en préoccuper, c'est aujourd'hui. Le plus tôt possible, plus tôt vous avez une hygiène de vie qui vous permet de prémunir de ça, et mieux ce sera. Autre chose, vous le verrez quand je vais vous délivrer les différentes recettes qui vont vous permettre de pouvoir booster votre cerveau, ben vous allez vous rendre compte que toute l'alimentation et l'hygiène de vie qu'on va avoir pour se prémunir d'Alzheimer, ce sont aussi des choses qui nous permettent d'avoir un système cognitif qui marche mieux, d'avoir une vie plus saine, d'avoir un esprit plus vif, de pouvoir prendre des décisions plus claires, bref, d'être en pleine santé physique, mentale et émotionnelle. Ça vaut vraiment le coup. Partagez cette vidéo, je vous en supplie, c'est important, notamment pour tout ce qui est médicaments. Et il y a un tas de personnes qui ont besoin de ces informations. En tout cas, même moi, au cœur même de ma famille, j'ai pris des décisions radicales par rapport à tout ça pour justement prémunir et préserver les personnes que j'aime. Bon, promis. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, à très bientôt.